Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde? Comment s'appelaient-ils? Que vous importe? Ce dialogue, vous l'avez peut-être eu cette semaine avec une machine. Il a été écrit en 1778, et la machine était un livre. Épisode Jacques le Fataliste, Diderot face à l'IA. Chapitre 1 Un livre qui vous répond. Le roman le plus insolent du XVIIIe siècle prend son lecteur à partie et pose, avec 2 siècles et demi d'avance, la question qui nous obsède. Qui commande ? Paris, 1778. Une revue circule sous le manteau, recopiée à la main, expédiée par valise diplomatique à une poignée d'abonnés. Une quinzaine selon les historiens de la revue, des têtes couronnées surtout, de Saint-Pétersbourg à Stockholm. C'est la correspondance littéraire de Grimm, et d'après la Bibliothèque nationale de France, c'est dans cette feuille confidentielle que Diderot glisse en feuilleton, sur près de 2 ans, son texte le plus étrange. Une quinzaine de lecteurs pour le livre qui allait mettre le roman moderne en route. Le contraste donne le vertige. L'objet ne ressemble à rien de connu. Un maître et son valet voyagent à cheval sans que personne sache vraiment vers où. Dès la première ligne, le texte se comporte comme aucun roman ne s'était permis de le faire. Vous lui demandez comment les 2 hommes se sont rencontrés, il lâche, par hasard, comme tout le monde. Leur nom, que vous importe. Quant à la destination, il hausse les épaules. Est-ce que l'on sait où l'on va ? Ce livre ne se laisse pas lire, il vous fait face. Et quand une question le dérange, il esquive. Il lui arrive même de menacer. Quelques pages plus loin, le narrateur suspend le récit des amours de Jacques et prévient son lecteur. Il ne tiendrait qu'à lui de le faire attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il pourrait marier le maître et le faire cocu, ou expédier Jacques aux îles. Tout est possible, dit-il, et il choisira ce qui lui convient. Imaginez la scène côté abonné. Vous êtes l'impératrice de toutes les Russies, vous payez fort cher cette feuille, et un texte vous tient tête. Aucune machine conversationnelle n'a jamais été aussi insolente. Près de 250 ans plus tard, ce face-à-face est devenu notre banalité. On tape une question dans une boîte de dialogue, un texte se déroule, répond et propose des suites qu'on n'avait pas demandées. La situation que ce roman met en scène est très exactement la nôtre. Un texte qui semble déjà écrit quelque part, un utilisateur persuadé de le diriger, et entre les deux, une question de pouvoir qui ne dit pas son nom. Voilà la thèse de cet épisode. Jacques le Fataliste n'est pas une curiosité d'antiquaire. C'est la meilleure grille de lecture disponible sur Qui commande quand le texte est écrit d'avance. Diderot y a travaillé 19 ans, de 1765 à sa mort, sans jamais le publier, trop libre pour le marché de son temps. Et toute la machine du livre repose sur une provocation. Son héros, Jacques, répète à chaque page que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut, d'avance, sur un grand rouleau. Un homme qui croit ça devrait se coucher au bord de la route et attendre que le rouleau décide. Or, Jacques discute tout, désobéit souvent, et mène son maître par le bout du nez. C'est ce paradoxe qui fait tenir tout le roman, et c'est lui qu'il faut dénouer d'abord. D'où vient cette idée que tout est écrit ? Et qu'est-ce qu'elle dit au juste ? Chapitre 2 Le grand rouleau. Persuadé que tout est joué d'avance, ce valet se bat quand même. Sa philosophie tient en une seule image, la même qui décrit nos machines. Le fatalisme de Jacques n'est pas une humeur, c'est un héritage. Jacques a servi à l'armée sous un capitaine, et ce capitaine, dit le roman, avait la tête farcie de Spinoza. D'après les travaux publiés dans la revue Recherches sur Diderot et sur l'encyclopédie, c'est bien la mécanique spinoziste que Jacques récite avec ses mots de paysan. Chaque événement a sa cause, chaque cause a la sienne. Et le libre arbitre, quelque part dans cette chaîne, ressemble fort à une illusion d'optique. Jacques traduit tout cela en une image que n'importe qui peut voir. Tout est écrit là-haut, sur un grand rouleau qui se déploie petit à petit. Arrêtez-vous sur cette image, parce qu'elle décrit aujourd'hui autre chose. Un grand modèle de langage, une fois son entraînement terminé, ne change plus. Ces milliards de paramètres sont figés, gravés comme du marbre. Tout ce que la machine vous dira un jour est déjà contenu, en puissance, dans ce bloc de nombres. Et quand vous l'interrogez, le texte ne tombe pas d'un seul coup. Il se déroule, morceau après morceau, mot après mot. Un grand rouleau qu'on déploie petit à petit. La formule date de 1778 et c'est la description la plus exacte qu'on puisse donner d'une génération de textes en 2026. Diderot ne pouvait pas le savoir. C'est bien ce qui trouble. Attention au contresens pourtant. Diderot l'a piégé d'avance. Le fatalisme de Jacques est une physique, pas une morale. Croire que tout est causé n'a jamais dit quoi faire de sa journée. Chez Spinoza déjà, comprendre la nécessité ne rendait pas esclave.
C'était la définition même de la liberté. L'auteur, lui, sait de quoi il parle, parce que ce matérialisme-là, il l'a payé de sa personne. En 1749, sa lettre sur les aveugles l'envoie au donjon de Vincennes. On n'écrit pas que la matière pense, sous l'Ancien Régime, sans que la police s'en mêle. Regardez maintenant ce que Jacques fait de sa doctrine. Il professe que tout est écrit et il n'attend rien. Attaqué, il rend les coups. Amoureux, il fonce. Et quand son maître déraisonne, il le lui dit en face. Sa gourde ne le quitte pas, ses histoires non plus. Son credo ne le paralyse jamais. Il l'apaise. Le rouleau a bon dos. On fonce sans remords. On encaisse sans aigreur. Une philosophie de soldat taillée pour marcher sous la pluie. Voilà le premier renversement du livre. Le déterminisme n'y est pas le problème, c'est le décor. La vraie question commence après. Puisque personne ne choisit le rouleau, que reste-t-il à choisir ? C'est ici que le roman devient vertigineux. Si Diderot pensait vraiment que tout est joué, son livre serait une ligne droite, du premier pas des cavaliers jusqu'au dernier. Or, c'est le texte le plus zigzagant, le plus délibérément désobéissant de son siècle. Alors, si tout est écrit, qui s'amuse à raturer ? Chapitre 3. Le narrateur triche. Tout serait écrit, jure l'auteur, lui qui rature chaque page jusqu'à recopier un roman anglais. Et si la triche était la thèse ? Ouvrez le roman n'importe où, le narrateur y travaille en pleine lumière, outil étalé sur l'établi, il interrompt l'histoire d'amour de Jacques au pire moment, jure la main sur le cœur qu'il ne fait point un roman, et s'offre le luxe de demander à son lecteur ce qu'il préfère. Le lecteur, d'ailleurs, est un personnage du livre. Il s'impatiente, réclame la suite, et se fait rabrouer. Les digressions s'invitent sans prévenir, comme ce jeune poète de Pondichéry venu demander à l'auteur s'il a du talent, on lui conseille d'aller faire fortune ailleurs. À chaque carrefour du récit, les options s'étalent comme des cartes sur une table. Je pourrais vous emmener ici ou là, et je prendrai ce qui me convient. Un système qui, à chaque pas, considère plusieurs suites possibles avant d'en élire une. Le principe vous dit forcément quelque chose. C'est la démarche exacte d'un modèle de langage qui avance probabilité après probabilité. Diderot, lui, met le mécanisme en vitrine, et il s'en vante. Puis il y a l'affaire Sterne. Quelques années plus tôt, l'anglais Laurence Sterne a donné Tristram Shandy, le grand roman fou du siècle. Diderot l'admire et il lui prend la scène fondatrice de son propre livre. La blessure au genou de Jacques, le point de départ de toutes ses amours, vient presque mot pour mot du 8e livre de Sterne. Les travaux comparatistes, une thèse de l'université écossaise de St Andrews y est entièrement consacrée, l'ont établi de longue date. Or, Diderot ne cache rien. En fin de volume, il revendique l'emprunt et le retourne en énigme. Voici deux textes, l'un est l'original, l'autre la copie. Et rien ne vous garantit que le voleur soit celui qu'on croit. Près de 250 ans avant les procès faits à l'intelligence artificielle générative, nourrie de toute la bibliothèque, accusée de recracher ce qu'elle a lu, Diderot pose la question du plagiat et la dissout. Non qu'il absolve le pillage, il déplace le critère. Toute littérature se nourrit de littérature. Le crime n'est pas la copie, c'est la copie inerte. Ce qui sauve l'emprunt, c'est le déplacement. Sterne racontait un genou blessé. Diderot en fait le grain de sable d'où sort tout un système. Voilà la ligne de partage entre recracher et varier. Le tour le plus retors du narrateur est pourtant ailleurs. À chaque bifurcation, après avoir étalé ses possibles, il se défausse. Ce n'est pas moi, c'est le grand rouleau. L'histoire est écrite, il n'y peut rien. Mesurez l'ironie. L'homme qui exerce sous vos yeux la liberté la plus insolente de son siècle se déclare irresponsable au nom du destin. Le fatalisme lui sert de paravent, et derrière le paravent, il fait très exactement ce qu'il veut. Retenez ce geste, s'abriter derrière ce qui est écrit pour mieux exercer le pouvoir réel, parce qu'il ne reste pas dans la cabine du narrateur. Redescendez sur la route, entre un valet qui invoque le rouleau à tout propos et un maître qui croit commander. Le même tour s'y joue, et il a fait école jusque dans la philosophie allemande. Chapitre 4. Qui est le maître ? L'un possède le cheval et le titre, l'autre tient l'histoire. Devinez qui décide. Regardez d'abord, le maître, il a le titre et une montre en or. Le roman ne lui donne même pas de nom, il est le maître et c'est déjà toute la blague. Cet homme ne sait rien faire seul.
Sa montre et sa tabatière l'occupent, pour le reste, il écoute et il relance. Encore Jacques, et ensuite, d'après l'Encyclopædia Universalis, le pouvoir réel du dialogue est passé tout entier de l'autre côté. Celui qui parle, c'est le valet. Celui qui dépend du récit de l'autre, c'est le maître. La dépendance a changé de camp. Le maître ne tient pas Jacques, il est suspendu à la suite de son histoire, comme nous à nos écrans. Privez-le de son valet une heure, il tourne en rond et ne sait plus quoi faire de ses mains. Diderot pousse la démonstration jusqu'au contrat. Au détour d'une querelle de préséance, arbitrée par une aubergiste qui vaut tous les juges du royaume, les deux hommes mettent les choses noir sur blanc. Jacques garde la réalité du pouvoir, le maître en conserve le nom. L'arrangement tient parce qu'il énonce tout haut ce que le roman montrait depuis le début. Un titre est une convention, une dépendance est un fait. Une trentaine d'années plus tard, un philosophe allemand bâtira une page célèbre sur cette intuition. Hegel et sa dialectique du maître et du serviteur, le maître, à force de faire, désapprend tout, tandis que le serviteur, à force de faire, devient indispensable et le rapport se renverse. Ce que cette page doit au roman de Diderot, que Schiller et Goethe faisaient alors circuler en Allemagne, restera indécidable. La convergence, elle, est éclatante. Le pouvoir ne loge pas dans le titre, il loge dans la dépendance de l'autre. Maintenant, faites l'exercice qui fâche. Dans votre tête-à-tête avec la machine, qui est qui? Vous donnez les ordres et vous payez l'abonnement. La montre en or est à votre poignet. En face, quelque chose rédige vos courriers et résume vos dossiers, puis vous tend 3 options, dont vous choisissez poliment la deuxième. Or, celui qui produit le récit cadre la décision. Le sentiment du pouvoir reste à qui valide, sa réalité à qui formule. Le maître de Diderot est ridicule pour une raison précise. Il consomme des histoires et n'en raconte jamais. Voilà la grille à emporter. Tant que vous produisez encore votre propre récit, votre stratégie, votre prochain mémo, vous êtes Jacques, quoi que dise l'organigramme. Le jour où vous ne faites plus que valider, vous voilà le maître, la montre, la tabatière et rien dedans. Reste une question que le roman regarde en face. Le rouleau d'un côté, la dépendance de l'autre. Où passe la liberté? La réponse de Diderot a mis 2 siècles à se déployer. Elle commence dans un tiroir parisien, passe par Weimar et finit un soir d'août à Prague, sous les chenilles des chars. Chapitre 5. La variation. 12 ans après la mort de son auteur, le livre fantôme commence seulement sa carrière. Traduit, puis rejoué après les chars de Prague. Chez Diderot, la liberté est un savoir-faire. Diderot n'a jamais vu son livre exister. Il y travaille jusqu'à sa mort en 1784 et le réserve aux abonnés de la correspondance littéraire. Pour le public, rien. L'édition complète paraît chez Buisson en 1796, 12 ans après sa mort, d'après la Bibliothèque nationale de France. Le chef-d'œuvre a passé une génération à l'état de fantôme, recopié de main en main, et c'est par des copies étrangères qu'il a survécu. Le détail le plus piquant est là, la France l'a lu en retard. Dès 1785, Schiller traduit en allemand l'épisode central du roman, La vengeance de Madame de la Pommeraye, 11 ans avant la première édition française. Milius donne la traduction intégrale en 1792 et Goethe s'enthousiasme. Le livre le plus insolemment français de son siècle a fait ses débuts en allemand. Cette histoire de la Pommeraye suivait sa trajectoire. Une femme trahie y monte une vengeance d'horlogère contre son ancien amant. Robert Bresson en tire en 1945 Les Dames du Bois de Boulogne sur des dialogues de Cocteau. Puis Emmanuel Mouret la rejoue en costume en 2018 sous le titre Mademoiselle de Jonquière. 2 films à 73 ans d'écart, puisés dans un récit enchâssé au milieu d'un roman que son auteur n'a jamais publié. La variation déjà. Le mot n'est pas de moi, il est de Milan Kundera. Août 1968, les chars soviétiques entrent dans Prague et Kundera, bientôt interdit de publication, voit son monde se refermer. Là aussi, tout est écrit, la censure s'en charge. Il se tourne alors vers Diderot et écrit un dommage en 3 actes, Jacques et son maître. Le manuscrit sort du pays en fraude au début des années 70, Gallimard le publie en 1981. Surtout, Kundera refuse le mot « adaptation ». Ce qu'il signe, explique sa préface, est une variation, sa propre rêverie sur un roman qu'il voulait fêter. L'écrivain à qui l'histoire vient de confisquer l'avenir choisit comme geste de résistance le livre qui rit du destin. On a connu des manifestes moins précis. Rassemblons la grille. Le rouleau gagne toujours. Il s'est appelé censure royale ou char soviétique, il s'appelle aujourd'hui, si vous voulez, poids figé d'un modèle. Personne n'en sort. La liberté qui reste, la seule, mais elle est immense, tient dans la manière de le dérouler. Jacques n'a pas choisi sa blessure au genou, il a choisi comment la raconter.
et Diderot, privé d'éditeur, a écrit 19 ans durant comme si la postérité était son seul abonné. Dans un monde où le texte plausible ne coûte plus rien, la valeur a déjà déménagé. Elle loge dans l'angle, dans cette façon de raconter que personne d'autre n'aurait eu, autrement dit, dans la variation. Ne demandez plus si tout est écrit, la question n'a jamais arrêté Diderot, elle ne devrait plus vous arrêter. Demandez qui raconte. Là-haut, le rouleau se déploie petit à petit, c'est entendu. En bas, sur la route, quelqu'un tient le récit. Faites en sorte que ce soit vous. Vous écoutiez Jacques le Fataliste, Diderot face à l'IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le et racontez-le à votre manière.